Carol Burnett a créé l'une des émissions les plus influentes et les plus appréciées de l'histoire de la télévision. Semaine après semaine, elle a fait rire des millions de personnes, non pas avec cruauté ou cynisme, mais avec chaleur, intelligence et une rare générosité. Au cours de sa carrière, elle a remporté 25 Emmy Awards et est devenue le symbole de ce que la comédie peut être lorsqu'elle vient du cœur. Mais derrière les lumières vives et les applaudissements nourris, il y a eu des moments de choc et de rupture qui n'ont jamais été portés à l'écran. Le 27,1973, octobre, il s'est passé en coulisses quelque chose qui a stupéfié tous ceux qui en ont été témoins. Son partenaire de 7 saisons est parti en claquant la porte si violemment que les accessoires ont résonné le long des murs du couloir. Quelques minutes plus tard, Carol Burnett l'a renvoyé sur le champ. L'équipe avait discrètement parié sur le moment où ce moment arriverait enfin. Et la vérité la plus surprenante de toutes était la suivante: ce moment explosif n'était même pas la trahison la plus profonde à laquelle Carol Burnett aurait été confrontée à Hollywood. Pour comprendre comment elle est parvenue à s'éloigner sans hésitation de ses puissants collaborateurs, il faut remonter au tout début. Carol Burnett est née le 26,1933 avril à San Antonio, au Texas, pendant la Grande Dépression, une époque où la survie elle-même semblait incertaine pour la plupart des familles. Le pays souffrait, les emplois étaient rares et l'espoir était une chose fragile. Ses parents, Joseph et Ina Louise Burnett, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour tenir le coup. Joseph travaillait dans une station-service, acceptant tous les postes qu'il pouvait obtenir. Ina Louise écrivait des textes publicitaires pour les studios de cinéma, courant après les délais et les petits salaires. Pourtant, l'argent leur filait entre les doigts plus vite qu'il n'arrivait. La famille finit par vivre dans une seule pièce exiguë, sans plomberie intérieure, survivant grâce à l'aide sociale et à la gentillesse des voisins. Les vêtements sont transmis. Les repas sont pris à la hâte. Le simple fait de recevoir un poulet est considéré comme un événement digne d'être célébré. Carol remarque la pauvreté, mais en tant qu'enfant, elle ne se sent pas isolée par elle. Chaque maison du quartier porte la même lutte silencieuse. La faim, l'incertitude et l'épuisement font simplement partie du paysage. Sa grand-mère Mabel White intervient lorsque les choses deviennent trop lourdes. Surnommée affectueusement Nanny, elle devient l'encre de Carol. Ses premières années avec sa grand-mère apprennent à Carol des leçons qu'aucun enfant ne devrait avoir à apprendre si jeune. Comment endurer les épreuves en silence, comment lire la pièce, comment trouver du réconfort dans les petits moments lorsque tout le reste semble instable. Et juste au moment où la vie semble s'apaiser, tout bascule à nouveau. Lorsque Carol a 7 ans, la consommation d'alcool de son père devient incontrôlable. La tension au sein de la famille devient insupportable. Ses parents se séparent et sa mère prend une décision déchirante. Carol est mise dans un train et envoyée à Hollywood pour vivre avec sa grand-mère. Ce déménagement était censé la sauver, mais il s'accompagnait de son propre poids. L'appartement était minuscule, à peine assez grand pour Carol et sa cousine qui dormaient sur un canapé gigogne. Hollywood brillait juste devant leurs fenêtres, mais à l'intérieur de l'appartement, la peur et l'incertitude perduraient. Carol a vu des adultes s'effondrer sous la pression. Elle a vu de près la toxicomanie non pas comme un conte d'avertissement lointain, mais comme quelque chose qui creusait les gens qu'elle aimait. Elle a appris très tôt que l'humour pouvait atténuer la peur, que le rire pouvait être un bouclier et que les blagues naissaient parfois des endroits les plus sombres. Puis vint la perte qui allait rester avec elle pour toujours. Le 29,1943, octobre, son père est mort d'un arrêt cardiaque dû à l'alcool. Carol n'avait que 10 ans. La nouvelle est arrivée à l'école sous la forme d'un télégramme, froid, officiel et définitif. Personne ne savait comment expliquer le chagrin à un enfant, alors Carol l'a porté en silence. Elle l'a replié sur elle-même et a continué à avancer, apprenant lentement que la douleur pouvait être transformée en histoire qui permettait aux autres de se sentir moins seuls. L'école est devenue son échappatoire. Au lycée d'Hollywood, Carol a découvert qu'elle avait un don naturel pour la comédie. Un simple regard, une imitation parfaitement synchronisée, ou sa désormais célèbre imitation d'Ingrid Bergman, pouvait faire rire ses camarades de classe. Chaque rire était comme une petite victoire la rapprochant d'un avenir qu'elle n'avait pas encore osé imaginer. L'UCLA l'a acceptée grâce à une bourse de journalisme,
Mais la scène l'appelait plus fort que la salle de classe. Le théâtre coûtait de l'argent qu'elle n'avait pas, mais elle a fait des petits boulots économisés chaque dollar, et s'est accrochée à des rêves qui refusaient de se réduire simplement parce que les circonstances lui disaient qu'il devait le faire. L'amour l'entraîne bientôt dans une nouvelle direction. Dans 1954, elle quitte UCLA pendant sa première année et traverse le pays avec son petit ami Don Saroyan dans une Ford usée 1949. Ils arrivent à New York avec seulement 100 dollars à eux deux. Ils ne peuvent pas se payer une chambre au club de répétition, alors ils dorment dans la voiture, regardant les immeubles imposants qui semblent les mettre au défi d'abandonner ou de se battre encore plus fort. Carole choisit de rester. Elle finit par trouver du travail à l'intérieur du club en tant que contrôleuse de chapeau, gagnant 1,50 $ de pourboire, espérant chaque soir que quelqu'un pourrait regarder au-delà des porte-manteaux et remarquer son talent. Puis, en mars 1955, tout changea. Les femmes du club organisèrent une revue et invitèrent des agents et des initiés de l'industrie. Carole monta sur scène et sa voix, son timing et son humour sans peur atteignirent exactement les bonnes personnes. Les agents prêtèrent attention. Des portes qui avaient été invisibles commencèrent à s'entr'ouvrir. Les auditions s'enchaînent. En 1956, une colocataire lui parle d'une comédie musicale intitulée Once Upon a Mattress. Carole auditionne, chante et fait rire la salle. Elle décroche le rôle de la princesse Winifred. Lorsque le spectacle débute à Broadway en novembre 25, 1959, le public tombe amoureux de cette jeune femme audacieuse et sans complexe qui barbote dans les douves en culotte bouffante. Elle est nommée aux Tony Awards, mais refuse la version cinématographique, refusant d'être enfermée dans un seul rôle. Elle veut de l'amplitude, de la liberté et de la longévité. Dans 1960, Gary Moore voit son numéro en boîte de nuit et la fait participer à son émission de télévision. L'Amérique la regarde chaque semaine. Dans 1962, elle remporte son premier Emmy Award. Cette victoire n'est pas seulement une reconnaissance, c'est une validation. Et puis vient le moment qui scelle sa place dans l'histoire de la télévision. En février de la même année, elle chante « I made a fool of myself » sur des images de John Foster Dulles à la télévision nationale. C'est intelligent, absurde et indéniablement Carol Burnett. Le public se déchaîne. CBS s'en aperçoit et agit rapidement pour protéger son talent. Elle a négocié un contrat audacieux de 10 ans et s'est assuré un contrôle créatif que peu de femmes avaient obtenu à Hollywood. Malgré tout ce succès, la famille est restée au centre de sa vie. Elle a épousé le producteur Joe Hamilton en mai 1963, Ensemble, ils ont construit une famille et un héritage. Leurs filles, Carrie, Jodie et Erin, sont devenues son cœur. La célébrité ne les a pas protégées de la tragédie. Carrie mourra plus tard d'un cancer à seulement 38 ans. Erin luttera contre la toxicomanie. Carole a fait face à ses pertes avec la même force que celle qu'elle avait apprise dans son enfance. En 1967, elle propose à CBS une émission de variétés hebdomadaires et insiste pour la faire à sa façon. Elle se bat pour Harvey Korman, le pousse à passer 12 auditions. Elle fait venir Lyle Waggoner et découvre Vicki Lawrence lors d'un concours local. Lorsque le Carol Burnett Show débute le 11,1967, septembre, il attire 30 millions de téléspectateurs par semaine. Il est intime, joyeux et humain. Son célèbre tiraillement d'oreilles devient un message d'amour silencieux à sa grand-mère qui le regarde depuis la maison. Les rires sont devenus légendaires. La parodie de la robe rideau est entrée dans l'histoire. Les sketchs de Tim Conway ont laissé les acteurs impuissants de rire en direct à la télévision. Au fil des ans, l'émission a remporté 25 Emmy Awards. Mais derrière la comédie se cachait une femme qui avait appris très tôt qu'en s'éloigner, avec qui elle ne travaillerait plus jamais, et pourquoi la protection de ses valeurs comptait plus que n'importe quel applaudimètre. Carol Burnett n'a pas seulement marqué l'histoire de la télévision, elle y a survécu. Hollywood la respectait, les fans l'adoraient, et elle a même résisté à la pression des réseaux lorsque des sponsors ont menacé de retirer des publicités d'une valeur de 5 millions de dollars parce qu'ils estimaient qu'une blague sur une tringle à rideau dépassait les bornes.
Elle a également protégé ses acteurs, payant les salaires de sa poche en cas de conflit. La loyauté était présente dans chacune de ses décisions. Même les personnages qui semblaient petits au départ sont devenus des géants. La maman de Vicki Lawrence fait sensation et finit par avoir sa propre sitcom. L'émission n'est pas un simple divertissement, c'est une fabrique de légendes. Mais la célébrité n'a jamais protégé Carole du chagrin d'amour. Des rumeurs ont déchiré son mariage. Dans 1974, Joe a avoué avoir eu une liaison avec le décorateur du spectacle. Un an plus tard, sa fille Carrie apprend qu'elle est atteinte d'une leucémie. Carole interrompt tout pour elle. L'amour l'a soutenue, mais la douleur était profonde. Puis vint un autre choc, Joe avait cédé le contrôle de l'émission sans le lui dire. Elle demande le divorce en 1976, La perte financière est énorme, la charge émotionnelle encore plus. Pourtant, elle est restée ferme à protéger ses filles et s'est accrochée à l'émission qui portait son nom. Lorsque le divorce a été prononcé en 1984, elle est allée de l'avant avec dignité et le même courage tranquille qu'elle avait appris dans son enfance. Elle a construit une nouvelle vie avec le batteur Brian Miller. Marié le mars 3, 1977, il a contribué à ramener la paix dans le chaos. En 1980, elle a vendu sa maison de La Jolla pour la somme de 2,8 millions de dollars pour échapper aux paparazzi qui ne voulaient pas laisser sa famille en paix alors qu'elle faisait face aux problèmes de santé de Carrie. Elle a appris une fois de plus que la sécurité comptait plus que le luxe. Son courage s'est également manifesté d'autres manières. Dans 1979, elle a joué dans Friendly Fire, et la vérité émotionnelle de cette histoire l'a poussée à témoigner devant le Congrès. Lorsque le Pentagone a tenté de bloquer le film, elle s'est battue pour qu'il soit vu. Elle a gagné. La diffusion a touché 64 millions de personnes. Les récompenses ont afflué et elle a prouvé qu'elle pouvait briser les cœurs aussi facilement qu'elle pouvait les guérir par le rire. Le Carol Burnett Show a duré 11 saisons de 1967 à son dernier épisode, le 29 mars, 1978. Dans ces 279 épisodes, elle a construit un monde où la comédie à sketch, la musique et le pathos vivaient côte à côte. Et ce monde a continué à gagner longtemps après que les caméras se soient arrêtées. Les droits de syndication de l'émission ont généré plus de 100 millions de dollars de recettes à vie, les rediffusions et les compilations éditées étant toujours vendues, diffusées en continu et diffusées dans le monde entier. Même des décennies plus tard, en 2018, CBS a acquis les droits de multidiffusion numérique pour l'ensemble des 11 saisons, s'assurant ainsi que son émission de variété continue à toucher de nouveaux spectateurs qui n'étaient même pas nés lors de sa première diffusion. L'industrie a compté 25 Emmy Awards pour la série, mais le véritable poids résidait dans son influence. Les scénaristes et les artistes qui ont créé les émissions de sketchs qui ont suivi ont grandi en voyant Carole s'amuser, tenir une salle, puis se glisser dans une chanson sérieuse sans perdre personne. À l'intérieur de ce succès, il y avait des choix qui montraient comment elle pensait aux gens. Jim Nabors était l'un d'entre eux. Elle s'aimait tellement sa présence qu'elle en fit le premier invité de chaque saison. Il apparut environ 50 fois, un nombre qui le plaçait en tête de toutes les listes d'invités de l'histoire de la télévision. Elle insista pour qu'il soit payé 5 000 $ par apparition, et lorsque le budget de l'émission n'était pas suffisant, elle le couvrait parfois de sa propre poche. Elle l'a fait parce qu'elle avait confiance en son alchimie avec elle, et parce qu'elle pensait que la loyauté comptait plus qu'une ligne sur une feuille de calcul. Cette loyauté, cependant, ne lui a pas toujours été rendue par les autres. Alors que l'étoile de Carole montait, la vieille garde d'Hollywood l'observait. Certains l'aimaient, d'autres ne faisaient que la tolérer. Lors d'un événement très médiatisé au Beverly Hilton, à la fin des années 1960, Cary Grant s'est tenu au milieu de membres du studio et de la royauté de l'industrie et lui a parlé d'une manière qu'elle n'a jamais oubliée. Il a rejeté la télévision de variété comme étant bas de gamme et lui a dit devant d'autres que les punchlines n'étaient pas de l'art. Pour une femme qui venait de changer le visage des comédies télévisées, les mots ont été profonds. Elle est restée polie, mais un mur s'est dressé. Elle a refusé de travailler avec lui sur tout projet futur. Ils sont restés froids et distants jusqu'à sa mort en 1986. Ce moment est devenu un exemple discret d'un vieux clivage dans le milieu, les stars du cinéma d'un côté et les comiques de la télévision de l'autre,
tous faisant semblant de s'applaudir les uns les autres lors des remises de prix, tout en se tirant dans les pattes sans priver. Si Cary Grant représentait une insulte publique, Marlon Brando a fait preuve d'un autre type de dégâts. Alors qu'il travaillait sur le projet télévisé Annie 1976, Brando l'a appelée à 3 heures du matin. Il a commencé par la complimenter, lui disant à quel point elle était talentueuse. Puis le ton a changé. Au cours de la demi-heure qui a suivi l'appel est devenue explicite et graphique. Elle a essayé de rester légère puis s'est rendue compte qu'elle devait l'interrompre. Elle finit par mettre fin à l'appel gêné et bouleversé pour se réveiller le lendemain sur des ragots. Les gens chuchotent que l'appel a duré plus d'1 heure et déforment les détails pour en faire du sport. Elle l'a exclu de sa vie à partir de ce moment-là. Lorsqu'il s'est présenté à l'événement AF I 1974 et à d'autres cérémonies, son équipe les a séparés. Des décennies plus tard, dans une interview, 2025, elle l'a cité parmi les 5 personnes à Hollywood qui l'avaient le plus blessé, ainsi qu'un cadre anonyme de CBS qui l'aurait blackboulé après son divorce et lui aurait fait perdre 2 rôles dans des films. Le souvenir de cet appel téléphonique matinal était toujours présent, preuve de la facilité avec laquelle le pouvoir pouvait franchir les limites en privé, puis prétendre qu'il ne s'était rien passé en public. Devant les caméras, le spectacle semblait joyeux. Dans les coulisses, les personnes qui l'ont fait fonctionner ont porté leur propre tempête. Harvey Korman en est le plus grand exemple. Pendant des années, Carol et lui ont créé de la magie ensemble. Ils s'interrompaient au milieu des sketchs, riaient jusqu'à en trembler et contribuaient à donner vie à des morceaux simples. Puis vers le début des années 1970, quelque chose a changé. Son humeur devient imprévisible. Lors d'une répétition en octobre 1973, l'invité Petula Clark fait une petite suggestion pour son sketch. Korman se fâche et lui dit de rester dans sa voie. La salle est devenue silencieuse. Clark a failli quitter le plateau. Ce n'était pas un mauvais jour. Les membres de l'équipe avaient déjà remarqué qu'il devenait plus froid avec Tim Conway, refusant de jouer les ad-libs qui faisaient habituellement rire tout le monde. Carol commençait à rater ses propres répliques parce qu'elle essayait de gérer ses humeurs autant que le matériel devant elle. En dehors de la scène, sa vie était également en chute libre. Le mariage de Harvey avec Donna Earhart s'est terminé en 1977 après 17 ans et 4 enfants. Ce divorce a alimenté sa volatilité. Au milieu de la 7e saison, il a entamé des négociations pour demander une augmentation de 15 000 $ par épisode, plus que n'importe quel autre membre de la distribution. Il voulait un salaire équivalent à celui de Tim Conway, qui était déjà l'un des humoristes les mieux payés de la télévision. La demande est arrivée dans une émission qui jonglait déjà avec des budgets serrés. Carol et les producteurs s'inquiétèrent de l'argent, mais ils s'inquiétaient encore plus de l'ambiance qui régnait sur scène. Les crises de Harvey s'amplifient. Les membres de l'équipage parlent à voix basse de son comportement imprévisible et guettent la prochaine éruption qui ne tarde pas à se manifester. Lors d'une répétition, il s'est moqué des poses de culturiste de Lyle Waggoner devant le personnel, jusqu'à ce que Waggoner se hérisse visiblement. En novembre 1972, Vicki Lawrence se souvient qu'il a explosé au département des costumes parce que son pantalon était trop serré. Il a crié « les gens se sont figés » et ce qui aurait dû être un essayage de routine s'est transformé en une scène. Les membres de l'équipe ont commencé à utiliser des mots comme « impossible » lorsqu'ils parlèrent de lui. L'atmosphère est devenue pesante. Carol, qui aimait l'espièglerie et la chaleur, s'est retrouvée sur un lieu de travail qui ressemblait désormais à un champ de mine. Elle a tenté des avertissements discrets. Elle l'a pris à part, lui a dit qu'elle avait besoin qu'il donne le meilleur de lui-même, lui a rappelé que c'était son nom sur la carte de titre et qu'elle était responsable si les choses s'effondraient. Il n'a pas écouté. Le 20 octobre 1973, il a omis 2 réécritures du scénario, puis est arrivé à la répétition avec une gueule de bois évidente. Le régisseur Logs a même noté l'odeur de l'alcool sur lui. Il a manqué de synchronisation. L'équipe l'a regardé avec incrédulité. Par la suite, certains d'entre eux ont commencé à placer des paris sur le temps qu'il faudrait pour qu'il s'en aille pour de bon. Carol est rentrée chez elle et a déversé sa frustration dans son journal. Elle a écrit qu'elle avait l'impression de perdre le contrôle de sa propre émission. Le point de rupture s'est produit une semaine plus tard. Le 27 octobre 1973, après une nouvelle répétition tendue, elle se rendit dans la loge de Harvey. Elle voulait vérifier son humeur, peut-être calmer le jeu. Lorsqu'elle entra, il lui cria dessus, lui disant que ce n'était pas ses affaires,
puis claqua la porte si fort que les accessoires résonnèrent dans le couloir et que les gens l'entendirent de plusieurs pièces à la ronde. Ce n'était pas seulement impoli, c'était public. Cela montrait à tout le monde le peu de respect qu'il avait pour son autorité. Dans les minutes qui ont suivi, Carol a appelé son agent chez William Morris et lui a dit que Harvey ne participerait plus à l'émission après l'enregistrement de ce soir-là. Lorsqu'elle est retournée dans sa loge, elle lui a dit clairement que son comportement nuisait à sa performance et empoisonnait la production. Après 7 saisons, son partenaire s'est retiré. L'équipe a ressenti le choc, mais certains ont admis qu'ils étaient soulagés. Ils l'avaient vu venir. Pourtant, Carol ne voulait pas que l'histoire se termine dans l'amertume, si elle pouvait l'éviter. Pendant le week-end, elle a réfléchi à ce qu'il fallait faire. Elle a décidé que si Harvey revenait, il devait prouver qu'il comprenait le problème et qu'il pouvait changer l'énergie qu'il apportait. Elle lui a dit qu'il était libre de partir, mais que s'il revenait, il devait être joyeux ou il partirait pour de bon. Pour bien faire comprendre cela, elle a fait poser une plaque dans le couloir sur laquelle on pouvait lire « Skip siffle dans le couloir lundi ». C'était une demande simple avec un message clair. Le lundi 29 octobre, Harvey s'est présenté et a fait exactement cela. Il a littéralement sauté dans le couloir sifflant, monsieur. Happy go lucky sous le regard de l'équipe. Ils ont éclaté de rire, la tension s'est relâchée, Carol l'a accueilli et le spectacle a avancé. Plus tard, au bar de CBS, il est monté sur le comptoir et a crié « Elle m'a viré ». Il a raconté l'histoire avec un étrange mélange de fierté et d'humilité, admettant qu'il respectait sa colonne vertébrale. En 1974, il a remporté un Emmy pour le meilleur second rôle, un moment qui a prouvé que leur alchimie professionnelle avait survécu à la crise et d'une certaine manière s'était renforcée à cause d'elle. Des années plus tard, lors de sa commémoration, les gens diront que le fait d'avoir été virés a été bénéfique pour leur partenariat, leur donnant un nouveau respect l'un pour l'autre lorsqu'ils se sont réunis pour des émissions spéciales. La carrière de Corman, en dehors de Carol, a rarement atteint le même sommet. Après avoir quitté la série en 1977, il a essayé de construire son propre véhicule. Le Harvey Korman Show est lancé la même année, mais l'audience s'effondre presque immédiatement. CBS l'annule après seulement 5 épisodes. Harvey dira plus tard que c'est la plus grosse erreur de sa carrière. Il a blâmé la répartition des rôles, affirmant que le public ne l'acceptait qu'aux côtés de Carol et ne pouvait le considérer comme une star à part entière. Carol ne s'est jamais réjouie. Elle est restée son amie jusqu'à sa mort, le 29,2008, à l'âge de 81. Lors de sa commémoration où elle a pris la parole, les gens ont mentionné qu'il détenait 15 Emmy Awards et qu'il avait une longue carrière. Mais la phrase qui a marqué les esprits est celle qui présente son renvoi de sa série comme un tournant qui a renforcé leur lien plutôt que d'y mettre fin. Les retombées du conflit n'ont pas été limitées aux co-stars. La vie personnelle de Carol a connu son lot de chocs. En 1982, elle a découvert que son mari Joe Hamilton, qui produisait également son émission, avait discrètement créé Hamilton Productions. Par l'intermédiaire de cette société, il avait enregistré sous son propre nom des produits dérivés et des propriétés connexes telles que Mama's Family, sans lui en parler. Des documents judiciaires ont ensuite montré qu'il avait créé plusieurs sociétés pour revendiquer la propriété du matériel directement issu de son travail, y compris de précieux droits de syndication. Au cours de leur 1984 divorce, d'autres détails ont fait surface, actifs cachés, infidélité et calculs froids ont remplacé toute image d'un partenariat unique et uni. Lorsqu'elle l'a confronté dans les bureaux de CBS, il lui aurait dit que les décisions commerciales n'avaient rien à voir avec l'émotion. Pour elle, c'était une double trahison, à la fois en tant qu'épouse et en tant que force créative derrière la marque qui l'emballait. La bataille juridique autour de cette trahison a duré près d'1 an. Des journaux tels que People et Variety ont couvert chaque action en justice. Finalement, le juge lui a accordé le nom de l'émission et 60% des bénéfices de la syndication. Sur le papier, cela ressemblait à une victoire. En privé, cela a laissé des cicatrices. Elle avait construit un spectacle qui avait enrichi d'autres personnes. Maintenant, elle savait qu'une partie de ses bénéfices avait été détournée dans son dos par quelqu'un en qui elle avait le plus confiance. Même au milieu de ces tempêtes, Carol a utilisé son pouvoir pour faire pression en faveur de l'équité là où elle le pouvait. En 1974, Vicki Lawrence a regardé les chèques de paye
et a vu un écart qu'elle ne pouvait plus ignorer. Lyle Waggoner gagnait 8 000 $ par épisode, alors qu'elle en gagnait beaucoup moins. Elle est allée chercher du soutien auprès de Carol, qui au lieu de reculer devant le conflit, s'est tenue à ses côtés. Ensemble, elles ont poussé CBS à augmenter le salaire de Vicky à 6 500 par épisode. C'était toujours moins que Lyle, mais cela comblait la distance et donnait un exemple discret. À une époque où les femmes à la télévision étaient souvent reconnaissantes d'être simplement présentes. Carol a aidé une jeune costard à demander plus. Le monde extérieur a continué à changer lui aussi, et le nom de Carol a continué à apparaître dans des endroits surprenants. Elle avait fait la voix de Horton dans le film d'animation spécial Horton Hears a Who 1970, que de nombreux téléspectateurs ont adoré pour son message sur l'attention portée aux plus petits et aux plus vulnérables. Des décennies plus tard, dans 2020, et 1,6 livres du Dr Seuss ont été retirés de la circulation en raison de leur imagerie raciste, y compris des dessins animés datant de la guerre, qui ont refait surface et choqué les lecteurs. Le contraste était difficile à manquer. Carol avait donné sa voix à une histoire qui semblait inclusive et douce, tandis que le créateur qui en était à l'origine était réexaminé pour ses images nuisibles. Le débat sur la manière de séparer l'art de son artiste a traversé la culture, et son travail antérieur a soudain été entouré d'un nouveau cadre. Son propre héritage n'est pas resté immobile. En 2005, la Maison-Blanche lui a mis la médaille de la liberté autour du cou, soulignant ses contributions extraordinaires au divertissement américain. En 2013, elle a reçu le prix Mark Twain pour l'humour américain, rejoignant une liste comprenant des noms comme Richard Pryor et Bill Cosby, ce qui rappelle à quel point l'idée d'une légende de la comédie peut être compliquée et évolutive. Son émission, qui avait pris fin en 1978, attirait encore des millions de téléspectateurs chaque mois grâce à des rediffusions et des clips. Au début de 2025, sa chaîne YouTube officielle a commencé à diffuser des épisodes sans interruption et a atteint 700 millions de vues cumulées en seulement 3 mois. Les jeunes téléspectateurs l'ont découverte grâce à leurs téléphones et ordinateurs portables plutôt qu'à la télévision du samedi soir, mais ils ont ri au même sketch. À 92, elle a été nommée aux Emmy Awards en 2024 pour son travail dans Palm Royal, ce qui fait d'elle la femme la plus âgée nommée dans une catégorie d'acteurs de comédie. Même les professionnels les plus expérimentés ont été surpris par cette statistique. Cela signifiait qu'elle faisait toujours partie de la conversation actuelle et qu'elle n'était pas seulement une référence nostalgique. Derrière les récompenses et les chiffres, son histoire privée avait son propre poids. Un cas d'oreillon dans les années 1950 l'a rendue stérile, ce dont elle parlait rarement en public. Elle a adopté 3 enfants et s'est investie à la fois dans sa famille et dans sa carrière. Dans les années 1991, on estime que son patrimoine s'élève à environ 75 millions de $. Au bout de 2025, ce chiffre était passé à environ 500 millions de $, grâce aux revenus résiduels de sa série, aux contrats de licence, aux ventes de livres et à la syndication continue. Son autobiographie One More Time, ainsi que d'autres mémoires, sont restés imprimés et se sont vendus régulièrement, alimentant à la fois son compte en banque et son influence. Les sketchs classiques ont continué à faire l'objet de licences pour les publicités, les nouvelles émissions et les programmes de diffusion en continu, transformant de vieux morceaux de comédie physique en nouveaux revenus. Les affaires et la douleur n'ont pas cessé avec l'âge. Dans 2025, elle a refusé un caméo dans une suite proposée de Blazing Saddles, ce que de nombreux fans avaient supposé qu'elle ferait en raison de son histoire avec Mel Brooks et avec Harvey Korman, qui avait un rôle célèbre dans le film original. Elle a refusé en disant qu'elle craignait que les vieilles tensions ne ressurgissent, une référence aux frictions avec Korman au cours des dernières années de son émission. À CBS, son nom est toujours accroché à la porte de son ancienne loge, une plaque qui sert à la fois d'hommage et de rappel. Elle symbolise le partenariat à plusieurs niveaux, qu'ils ont partagé plein d'éclats de colère, de tirs, de pardon et finalement d'affection. À travers tout cela, Carol a continué à raconter sa propre histoire par petits bouts. Dans ses 2016 mémoires, elle décrit un moment de folie lors d'une séance photo avec le président Ronald Reagan. Dans une pièce bondée où se trouvait l'équipe du magazine, elle décida de faire une farce à l'équipe en lui faisant la cour. Le magazine refusa de publier la photo, craignant les réactions de l'équipe de Reagan et des lecteurs conservateurs.
Plus tard, elle a admis qu'elle avait peut-être poussé la plaisanterie trop loin. La photo non publiée est devenue une partie de sa légende, la preuve qu'elle pouvait encore se tromper sur une réplique de la même manière qu'elle testait les limites sur scène. En cours de route, elle a gardé une trace des personnes qui l'avaient blessée. Dans cette conversation de 2025 où elle a cité 5 personnalités qui lui avaient fait du tort, elle a mentionné l'appel nocturne de Marlon Brando, la remarque acerbe de Cary Grant sur son art et un cadre anonyme qui l'a empêché de travailler dans des films après son divorce. Elle a également fait allusion à des années de sabotage discret et d'humiliation publique que la plupart des téléspectateurs n'ont jamais vues. Pourtant, la même femme qui portait ces souvenirs est également montée sur un podium dans 2008 pour prononcer l'éloge funèbre d'Harvey Korman. Elle a déclaré à la salle que son timing était irremplaçable, que même la rupture entre eux avait d'une certaine manière nourri leur travail ultérieur. Elle a reconnu que la fois où il avait été renvoyé de son spectacle qui avait été ressenti comme un désastre s'était finalement transformé en quelque chose qui avait renforcé leur respect lorsqu'ils étaient remontés sur scène ensemble.